Peut-être, pour commencer, je vais vous proposer de faire un petit tour de table de présentation, qui vous êtes, qui vous représentez, puis après on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a une conférence, chers conférenciers, cher public, qui dure 1 heure et demie. Donc on a beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup de choses à vous dire, donc il faut qu'on soit, précis et concis. Voilà, alors, allez peut-être, si vous voulez vous commencer par vous présenter. Oui, très bien, merci. Donc, Alé Sall, directeur du programme France Rénov' à l'Agence nationale de l'habitat et donc, j'expliquerai tout à l'heure un peu plus, ce que je fais et ce que fait l'agence. Merci, allez, Amadou Edouard. Bonjour à tous, pour ma part, je suis Amadou Edouard et je suis le chef d'équipe du pôle réhabilitation pour Solia Grand Paris. Merci, Guillemette. Bonjour à tous, donc Guillemette Vanberg, je suis architecte conseil au CAUE des Hauts-de-Seine, donc le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Voilà, et Tony. Bonjour à toutes et tous. Tony Ferreira, je suis directeur de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Paris-Ouest à La Défense. Voilà, grand succès, hein, Tony, hein, pour cette deuxième. C'est la deuxième fois qu'on fait vous avez fait ce forum à l'ECPOLD. Il y a du monde et merci, merci à vous. Alors, on avait dit, allez, qu'on pourrait commencer avec vous pour nous donner un peu des éléments de contexte parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. On va parler après, plus tard, un peu plus tard des aides, hein. Je sais que le public aussi attend les aides. Il y avait une précédente conférence sur la rénovation d'une maison individuelle et des questions qui ont été posées sur les conditions de ressources. On va en parler aussi tout à l'heure. Donc j'aimerais quand même que vous donniez des éléments de contexte sur la rénovation énergétique. Là, on parle copropriété et maison. Et puis, je crois que vous avez aussi quelques chiffres clés, hein, le nombre de dossiers, le nombre de financements, voilà. Oui, tout à fait. Alors pour, façon, assommer tout le monde en ce samedi après-midi avec, beaucoup de chiffres et de techniques, juste, partager, quelques messages importants. En fait, quand on parle de rénovation, des logements, il y a plusieurs objectifs, qu'on vise, par, ces actions-là. À la fois un objectif, social, pour permettre aux gens de trouver un meilleur confort, dans leur logement. Il y a un objectif environnemental et écologique puisqu'il s'agit de traiter finalement une partie importante de nos émissions de gaz à effet de serre en France. On sait que le poids du bâtiment est le deuxième finalement poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. C'est un gisement majeur aussi en termes de consommation d'énergie et donc d'économie à réaliser. Et derrière, on a aussi un enjeu économique au travers de la rénovation de l'habitat au sens large, parce que ce sont des emplois dans différentes catégories d'activités, que ce soit sur les travaux, on va en parler tout à l'heure, sur tout l'accompagnement, l'appui, le conseil auprès des particuliers. Et donc, pour nous, c'est un enjeu extrêmement important, à la fois au niveau national et au niveau, local. Donc, les missions de l'ANA, l'Agence nationale, de l'habitat, c'est de mettre en œuvre, la politique, nationale, d'intervention sur l'habitat privé, pour le coup. Donc, nous, on ne va pas traiter du logement social. Il y a d'autres organismes qui sont en responsabilité sur ce parc-là. Donc, on va plutôt intervenir aux côtés des propriétaires, dans l'habitat individuel ou en copropriété, donc pour tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs de leur logement. Et donc, pour faire ça, on a différents dispositifs qu'on propose. Le premier, et c'est vraiment par celui-là que j'ai envie de commencer, c'est un service public. Un service public d'information, de conseil, d'accompagnement de tous les Français pour la rénovation de leur logement. Donc, ce service public s'appelle France Rénov'. Il est porté et financé par l'ANA et les collectivités territoriales. Donc, le territoire de Paris-Ouest La Défense, pardon, et l'ensemble des communes qui le composent cofinancent ce service public en complément de l'ANA. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des points d'entrée, des guichets avec des conseillers comme ceux de l'ALEC Paris-Ouest La Défense qui vont au quotidien délivrer des informations, des conseils neutres, indépendants et gratuits auprès des particuliers. Donc aujourd'hui, à l'échelle nationale, on a presque 2700
conseillers et conseillères France Rénov qui se répartissent sur tout le territoire, que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer. Et ça représente près de 600 structures, donc 600 espaces conseils. Donc il y a 600 Alecpold partout en France. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment ce point d'entrée, le service public France Rénov, à la fois par une présence physique, par une plateforme numérique qui est accessible sur Internet et par un numéro de téléphone national. Et puis ensuite, il y a des aides sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais pour vous donner des éléments aussi de repère, donc dans les aides qu'on propose, il y en a 3 et celle qui est la plus connue, qui concerne la rénovation énergétique, c'est MaPrimeRénov', qui a été lancée en 2020. Et donc depuis son lancement, c'est plus de 2,5 millions de foyers qui ont pu bénéficier d'une aide pour faire des travaux de rénovation énergétique. Donc ça a permis de baisser de façon très importante nos émissions de gaz à effet de serre et nos consommations d'énergie sur le parc de logements, mais il y a un effort encore très important qui reste à fournir, pardon, on pourra y revenir tout à l'heure. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, l'objectif qu'on s'est fixé au niveau national, c'est de rénover 20 millions de logements dans les 20 prochaines années. Donc sur combien de logements à peu près en France en France, on a un peu plus de 30 millions de résidences principales. Donc, on en a à peu près 5 millions qui sont dans le parc social, 10 millions en copropriété et le reste, donc à peu près 15 millions, en maison individuelle. Donc voilà, ce qui permet d'avoir un peu la proportion. Donc nous, on va traiter la partie habitat individuel et copropriété. Donc voilà, on voit qu'il y a un effort extrêmement important. Chaque année, on est autour de 6 à 700 000 ménages qui bénéficient d'aide de l'agence. Donc c'est un volume important. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et donc pour ça, on a besoin à la fois de sensibiliser, d'informer, de conseiller, d'accompagner et puis de proposer des aides qui permettent d'avoir un niveau de financement le plus important possible et donc de réduire le reste à charge au minimum possible. Oui, même si on en avait parlé tout à l'heure, la précédente conférence, le reste à charge, il est aussi diminué par le baisse de consommation énergétique, hein, qui permet d'être un levier pour financer les travaux. Alors Tony, pour tirer ce fil, merci Ale pour cette introduction, pour tirer ce fil, vous êtes l'opérateur de terrain de proximité, hein, qui conseille les particuliers et qui les accompagne dans leurs projets de rénovation. Est-ce qu'on peut décrire les missions que vous avez et puis les outils que vous mettez à disposition des particuliers? Tout à fait, mais en tout cas, c'est bien synthétisé, pour l'heure. Effectivement, nous, sur le territoire de Paris-Ouest La Défense, donc qui comprend 11 communes, depuis les communes autour de La Défense, on va avoir, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre plutôt. On va avoir, Levallois, naturellement, on est présent ici, à Levallois, Neuilly, et puis on descend jusqu'à, Garches, Saint-Cloud, Vaucresson. Ça représente combien d'habitants là, sur tout le On territoire? est sur un territoire de 560 000 habitants. 560 000 habitants. Donc nous, on est une équipe de 12 salariés. On est créé depuis 2019, donc à l'initiative des villes et du territoire. Et on est effectivement l'échelon local de France Rénov', le service public qui vient d'être présenté par Alessal, et qui permet de donner aux habitants qu'ils souhaitent, propriétaires en maison individuelle, copropriétaires en copropriété, etc., d'avoir des conseils de manière gratuite, indépendante, et d'avoir un interlocuteur donc sur ces sujets-là, qui peut lui apporter des éléments aussi techniques, méthodologiques, financiers, pour avancer sur son projet. La démarche que l'on a, c'est d'aider les gens à avoir une démarche la plus globale possible dans leur projet, donc d'avoir une vision globale de projet, pas uniquement avec un focus, par exemple rénovation énergétique, même si c'est le cœur de notre expérience, de notre expertise à nous, pardon. L'enjeu, c'est aussi de voir tout ce qu'il y a autour, des questions d'adaptation, des questions d'architecture, etc. Et le but, c'est aussi d'avoir une vision sur l'ensemble des travaux, sans forcément se projeter sur on va faire tous les travaux en une fois, mais de préparer un projet qui serait susceptible d'intégrer l'ensemble des éléments d'amélioration du bâtiment et, dans un second temps, d'identifier comment est-ce qu'on phase ces choses-là. Le fait d'avoir cette vision d'ensemble, c'est vraiment un élément qui est important pour nous parce que ça permet de construire un projet cohérent, adapté et qui répond à de vraies problématiques qu'on rencontre dans le quotidien. Donc ça, c'est un axe très important à mon sens de notre activité. C'est ce qu'il y a derrière la notion de France Rénov', la notion de service public d'amélioration de l'habitat.
Et en tant qu'agence locale de l'énergie et du climat, je fais une petite parenthèse pour dire qu'on a aussi d'autres missions en lien avec l'énergie et le climat, d'accompagnement d'autres publics que le grand public. On peut accompagner des collectivités, des entreprises, des bailleurs ou autres qui vont venir de manière plus marginale en ce qui nous concerne. Le gros de notre activité reste quand même l'amélioration de l'habitat privé. Mais voilà, on peut intervenir également sur d'autres champs. On parlait d'ailleurs ce matin de réseau de chaleur aussi, hein, vous intervenez sur Tout à fait, ouais. sujets-là. Avec les questions de développement des énergies renouvelables au sens large sont ce sont des enjeux importants, ce sont des enjeux qui sont portés par le territoire et donc pour lesquels on intervient également. Voilà, donc il y a l'énergie, hein, disons la rénovation énergétique, mais pas que, hein. Il y a aussi l'architecture, donc j'en arrive à vous, Guillemette, parce que c'est ce que disaient beaucoup d'entre vous, chers publics qui étaient avec nous. Ils nous disaient: «Oui, mais moi je suis en zone sauvegardée, il faut que je tienne compte du patrimoine» et on voit quand on rénove son bâtiment, d'un point de vue énergétique, mais qu'on rénove de manière globale aussi, on lui donne une valeur à son patrimoine et donc l'aspect architectural est essentiel et vous, le CAUE, c'est la mission que vous avez. Tout à fait. J'espère que j'ai pas tout dit, hein. Non, non, presque, presque, presque. Non, non, c'est très bien introduit, merci, Xavier. Effectivement, donc nous, le CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et c'est, une association qui a une mission d'intérêt public Mmh. et donc on travaille à l'échelle départementale. Donc il y a un CUE par département? Tout à fait. Donc en France, chaque département, voilà, a un CAUE et effectivement, nous sur les Hauts-de-Seine, tous les CAUE donc portent différentes missions d'intérêt, public et elles sont à destination, de différents publics, parmi lesquels, donc des publics professionnels, du grand public, des élus, des collectivités, mais aussi, jusqu'aux particuliers. Donc parmi nos missions, nous avons le conseil, la diffusion et de la formation, concernant l'architecture. Donc vous parliez de qualité architecturale, c'est vraiment l'essence même, de notre fonction et effectivement, donc sur les sujets de réhabilitation, on va, vraiment, conseiller autour de la qualité architecturale. Vous formiez, quand vous dites formation, c'est pas formation pour les particuliers, c'est vous formez les professionnels, les conseillers France Rénov', vous les formez aussi, c'est Oui, ça? alors Les ALEC? exactement, donc Donc, c'est-à-dire que pour que toute cette population, ait cette notion d'architecture qui rentre dans son savoir, hein? exactement. L'idée, c'est de former tous ces différents publics Mmh. à la qualité architecturale qui est fondamentale. Les CAUE ont été créés par la loi 77 qui remettait au centre la qualité architecturale qui est donc d'utilité publique, une mission d'utilité publique. Et donc, du coup, on a différents niveaux d'intervention. Dans la mission de conseil, nous réalisons en l'occurrence des permanences dans certaines communes. Vous pouvez, c'est donc effectivement le service du CAUE 92 est gratuit. Ça, c'est important de le redire, hein. Effectivement, chaque particulier copropriété peut venir nous contacter au CAUE des Hauts-de-Seine par Internet et donc avoir accès à un conseiller du CAUE pour tout renseignement en amont. Et l'idée, c'est vraiment de venir très en amont de la volonté de projet. Voilà, et donc parfois nous sommes aussi, pour certaines communes qui le demandent, directement dans les services urbanisme pour assurer le conseil, assister les services instructeurs. Voilà, mais on va y revenir là, je voulais pas, j'avais envie de vous poser des questions, mais on va c'est plutôt la deuxième partie, D'accord, on va y très bien. revenir sur la partie, plus architecturale, mais dans une deuxième phase. On a plein d'exemples à vous montrer, cher public, à la fois, copropriété et maison individuelle, donc vous aurez des diapos, tout à l'heure qu'on va vous présenter. Amadou Edouard, là, pour continuer, peut-être, on peut présenter, Solia un peu dans le détail sur la mission, rapidement, mais surtout, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, et qu'on parle, MAR. Tiens, voilà, c'est un acronyme encore, hein. Mon accompagnateur rénove, je parle pour vous, cher public et donc c'est quoi le MAR? Parce que vous êtes un MAR. C'est quoi le MAR? C'est quoi sa mission? À quel moment il accompagne les particuliers? Moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est un tiers de confiance, qui est aujourd'hui à la fois, si j'ai bien compris, obligatoire et indispensable dans un projet.
Exactement. Pour ce qui est de Solia, acteur associatif depuis les années 40, au contact des gens et surtout ECFR, donc Espace Conseil France Rénov, à l'image de l'ALEC. Le but étant donc déjà de pouvoir proposer une présence des espaces où les gens, les demandeurs, peuvent venir chercher des renseignements, des informations plus précises et techniques et surtout pouvoir avoir les grandes lignes du montage d'un dossier de demande de subvention. Le but du MAR, mon accompagnateur Rénov, justement, c'est d'être au début. Voilà, parce qu'il y en a 2, hein. Il y a copropriété, là on parle un public, Exactement. copropriété, maison individuelle, donc il faut distinguer les 2, hein. Exactement. Hein. Je vais d'abord commencer en tout cas pour les logements, en tout cas privés. On est vraiment au début, au milieu et à la fin de l'instruction d'un dossier. C'est-à-dire que on va d'abord accueillir un demandeur, lui proposer justement une présence et des permanences quasiment partout sur le territoire, lui établir un étude énergétique qui va répondre à ses demandes et surtout à ses ambitions en termes de gains énergétiques avec différents scénarios qui pourront s'adapter à tous les budgets et à tous les types de bâtiments. Pardon. La deuxième partie de notre mission va être surtout d'encadrer l'émission de devis, bien que dans un devoir de neutralité, mais on y reviendra, je pense, un petit peu plus tard. On encadre les devis pour essayer d'éviter tout type de dérive et d'abus. Le but étant également de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les tarifs qui sont parfois affichés et ceux qui peuvent être proposés par des démarcheurs commerciaux. Oui, parce que vous êtes un sachant, donc vous savez si le devis est rédigé correctement. Exactement. Vous avez une idée des montants de tarifs et donc Exactement. vous accompagnez la maîtrise d'ouvrage sur ces sujets. Oui. Exactement. La maîtrise d'ouvrage va justement être de donner une expertise complète, que ce soit en termes de tarifs, de gains énergétiques et surtout l'accompagnement qui est devenu obligatoire jusqu'au paiement de la subvention. Quand je dis que nous allons jusqu'à la fin du projet, c'est que on s'assure justement avant le paiement de la prime via une visite de fin de travaux, justement que les travaux qui ont été facturés aux demandeurs ont bien été établis. Et c'est dans ce sens qu'en tant que donneur d'ordre, en tout cas, on s'assure que les demandeurs ont eu gain de cause. Est-ce que c'est vous qui, je ne l'ai pas entendu, c'est vous qui vous occupez des demandes de subvention, qui récupérez ces demandes de subvention? C'est ça fait Exactement. une grosse partie du dossier, hein? Grosse partie du travail. On a eu conscience, et je pense que l'ANA également a eu conscience que les démarches parfois sont longues, compliquées, beaucoup de documents à remplir. Le but étant, juste de notre part, de vous accompagner justement dans la complétude du dossier. On dépose le dossier également, puisqu'on est également là pour vous éviter les démarches intempestives et surtout s'assurer que tout se fait dans la bonne temporalité. Pardon. Oui, allez, pourquoi est-ce que il faut prendre un micro, mais peut-être, pourquoi est-ce que l'ANA a mis en place le MAR? Et puis, rappelez les différences entre les 2 MAR, peut-être le MAR, copro et le MAR, maison individuelle? Ouais. En fait, le point de départ, et je pense que c'est important de se le dire, c'est que en fait, on n'est pas des professionnels de la rénovation de l'habitat. Donc, en tant que particulier, on va se poser plein de questions. On va se dire, j'identifie qu'il y a un problème, j'ai froid. C'est peut-être le problème des fenêtres parce que c'est du simple vitrage et donc je vais me dire, en changeant mes fenêtres, du coup, je vais régler le problème. On va se dire, j'ai une chaudière, oulala, enfin, elle commence à bien dater, il faudrait la changer et donc je vais aller dans une grande surface de bricolage pour changer ma chaudière et ça va régler le problème. En fait, ça, pour le coup, c'est vraiment le besoin auquel on cherche à répondre. Quand on se pose la question de « j'ai une problématique dans mon logement, qu'est-ce que je pourrais faire ?» La première étape, et j'insiste là-dessus avant d'arriver sur le MAR, c'est d'aller voir le service public France Rénov et d'avoir déjà ce premier niveau d'information et de conseils pour comprendre déjà quelle est la problématique à laquelle on a besoin de pouvoir répondre pour ensuite être orienté vers le bon accompagnateur. Parce que typiquement, quand on est dans un appartement, dans une copropriété, on peut se dire que le problème vient de son appartement. Alors qu'en fait, il peut concerner la copropriété dans son ensemble. Et donc, si on n'a pas déjà cette première étape d'information et de conseil qui permet de bien comprendre quelle est la problématique, du coup, derrière, c'est toute la chaîne en fait, qui va se retrouver en répercussion
possiblement négatif s'il n'y a pas eu le bon point de départ. Et nous, ce qu'on souhaite construire, c'est une chaîne positive, en fait, avec un parcours qui soit simple, fluide et adapté à la problématique qui se pose. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape. Ensuite, il y a la deuxième étape. Effectivement, c'est comment, à partir du moment où j'ai bien identifié mon besoin, je transforme ce besoin-là en projet de rénovation. Et donc, un projet de rénovation, c'est effectivement, comme le disait Amadou Edouard, c'est définir un projet technique, donc avec une intervention sur le bâti. Donc ça nécessite une expertise pour définir avec un audit énergétique quels sont les travaux les plus pertinents à faire pour avoir le meilleur gain énergétique et puis améliorer sensiblement le confort, et une composante sociale, financière et administrative. Et donc le but, c'était d'avoir un acteur qui permet de concentrer ces compétences-là au plus près du ménage ou de la copropriété pour définir un projet cohérent et adapté à la problématique à laquelle il faut répondre. Et donc, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété, c'est la même logique. C'est juste que la nature du projet va être très différente parce que on est sur des configurations qui sont très différentes. En copropriété, on est dans un collectif de décisionnaires. On n'est pas tout seul à décider, donc il faut aussi convaincre. Il faut s'accorder sur le fait qu'il y a un besoin de faire des travaux. Certains vont ressentir ce besoin de façon plus ou moins forte. Certains vont le ressentir de façon très forte, mais avec une capacité à pouvoir financer qui sera inversement proportionnelle. Et donc, c'est tout ça qu'il faut travailler. C'est toute cette analyse qui est nécessaire à réaliser. Et donc, dans le cadre d'une mission d'accompagnement en copropriété, il y a en plus ce travail d'analyse sociale et économique de la situation de la copropriété pour identifier justement quels sont les obstacles à lever dans les différentes étapes de discussion qu'il y aura. Donc, il y a un premier moment qui est important, hein, c'est la décision en Assemblée générale de s'engager dans une démarche qui va conduire in fine à prendre la décision d'engager des travaux. Et donc, ce moment-là, il est extrêmement important. Aujourd'hui, on a plusieurs acteurs qui peuvent accompagner ça. On a Solia Grand Paris, on a la LEG de Paris-Ouest La Défense. Et donc, c'est important de s'appuyer sur ces acteurs-là pour y arriver. Donc, au niveau national, nous, dans toutes les aides que propose l'ANA, on a un accompagnement qui est obligatoire. Parce que justement, on sait qu'on est sur des problématiques qui sont complexes. Rénover son logement, c'est compliqué, qu'on soit seul ou à plusieurs. Donc, on a besoin d'être accompagné pour faire les bons choix et surtout pour avoir une bonne réponse vis-à-vis de son besoin. Donc, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin là-dessus, parce que je pense que les collègues auront pas mal de choses pour étayer le sujet. Mais en France, on a plusieurs milliers d'accompagnateurs qui sont présents. On en a plus de 6000 qui sont présents en France, à la fois sur la maison individuelle et sur le champ de la copropriété. Et donc, le point de départ, c'est vraiment d'aller voir le guichet France Rénov' pour avoir une première étape d'information et puis ensuite d'assurer une bonne orientation vers l'accompagnateur le plus adapté. Oui, parce que Amadou Edouard Lemar, par exemple, sur la copropriété, il fait un travail d'orfèvre. Il va voir chacun des copropriétaires pour étudier leur capacité financière et donc adapter aussi les aides. On va reparler des aides, mais adapter le projet à leurs demandes particulières. Parce que à la fin, l'ensemble des copropriétaires doivent voter. Il faut que tout le monde s'engage sur ces travaux. Hein. Exactement. Il est très peu de dire qu'on a un rôle qui est peut-être même de sociabiliser parfois toute une copropriété, puisque je pense que tout le monde ici connaît les ambiances que les AG peuvent connaître certains soirs. Donc, harmoniser les AG, aller au contact de chacun des copropriétaires, étudier un projet qui, bien que global, parfois a ses particularités personnelles, et surtout harmoniser tout ça pour que l'Assemblée générale et le vote puissent être facilités le plus rapidement possible. Allez, on continue. Merci pour le MAR. Là, je crois qu'on a fait à peu près, on a bien vu le sujet. J'aimerais que maintenant on rentre avec vous, Guillemette, dans l'aspect architectural, parce que ce qu'on voulait vous montrer, cher public, c'est que effectivement, quelles sont les contraintes qu'on peut avoir en copropriété ou en maison individuelle en fonction du type de bâtiment dans lequel je suis, et notamment une contrainte c'est pas un gros mot, hein, les architectes, les ABF, hein, les architectes de bâtiments de France, bien au contraire. Mais enfin, souvent, on entend ah, je suis dans un secteur sauvegardé, donc ça vient rajouter une contrainte. Mais c'est aussi une chance, hein, des fois aussi, parce que c'est une valorisation du patrimoine. Et donc, vous allez nous montrer tout cela.
avec, à travers 2 exemples, on va vous Ah montrer oui, 2 diapos, voilà. on m'entend, oui. Tout à fait, effectivement. Donc là, je vous parlais de nos missions de diffusion de valeur de la qualité architecturale. Donc là, par exemple, on a réalisé donc notre mission, elle se décline sous forme de conseils, au sein, des communes, en répondant, aux différentes demandes des particuliers, mais on peut aussi travailler sous forme de documents. Là, c'est le résultat, d'un document de guide Habitat durable qui vient de sortir à Levallois. Bon, il était plutôt à destination, des promoteurs immobiliers, mais vraiment l'idée générale, c'était de remontrer la qualité architecturale de la ville. Et là, pour Levallois, on est vraiment reparti de la grande échelle urbaine et ce qui fait vraiment l'identité, de la ville de Levallois et la manière dont elle a été, créée. Effectivement, la ville de Levallois-Perret, c'était une ville, au 19e siècle qui est arrivée, enfin, presque, en une fois, en très gros résumé, hein, mais voilà, avec 2 promoteurs, tout d'abord, monsieur, Champéret, puis ensuite monsieur Eugène Levallois et donc qui a généré un urbanisme très particulier, propre à cette ville. Une ville assez dense, hein, quand même, mais plutôt homogène et là, on a fait la comparaison dans le guide, on est vraiment reparti de l'identité, urbaine de cette ville avec donc cette trame, ce damier qui génère en fait une architecture de pans coupés. On a fait la comparaison avec 2 autres villes qui sont donc la ville de Manhattan, donc New York, et l'autre ville de Barcelone. Et là, du coup, ce que ça génère en fait comme architecture, puisqu'on est à Levallois, c'est cette architecture de pans Barcelone, c'est coupés. c'est Cerda, là, si je Et me trompe pas, Cerdan, l'urbaniste qui a fait, urbaniste, voilà, tout à je fait, qu'on a vu connaissais dans le diapo. les places, là, qui sont avec des plans coupés, voilà. Exactement, donc ce sont la Mmh. façade en fait, ça donne en élévation un bout de pan coupé comme ça. Mmh. Et mais bon, à Barcelone, en effet, les îlots sont beaucoup plus grands Mmh. qu'à Levallois. Mais à Levallois, ça génère donc du coup en proportions plus resserrées. Donc une architecture avec ces immeubles fin 19e, début 20e. On a mis donc des exemples à gauche de rues que vous devez connaître de Levallois. Et puis à droite, ce que ça a aussi aujourd'hui donné dans des constructions plus récentes comme jeu de contraste qui se répondent entre ces pans coupés 19e et ces architectures plutôt du 20e siècle, voire 21e. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui fait qualité dans la ville, puis dans l'architecture, avant de se poser la question aussi de comment faire évoluer sa copropriété, son immeuble ou sa maison. À Levallois, c'est plus des immeubles, mais Ouais. voilà. Tenez bien le micro, oui. Pardon, on m'entend peut-être moins bien. Voilà. Mais, Et oui, oui. dites-moi. Alors avant de passer à la maison individuelle, ça veut dire Oui. que vous, Tony, au niveau de l'ELEC-POLD, quand un particulier comme disait Allez vient vous voir, il n'a pas forcément conscience de tous ces enjeux-là et vous venez l'éveiller sur, les contraintes, architecturales? Hem, oui, en fait, en général, quand on vient, pour les personnes qui viennent nous voir, il y a une proportion significative quand même de personnes qui viennent avec, un problème à résoudre. Par exemple, une chaudière qui est tombée en panne, je veux la remplacer. J'ai des factures, élevées, j'aimerais trouver une solution pour baisser ma facture. On a un ravalement à prévoir, on se demande si ça serait pas l'occasion de Ah, faire, de le l'isolation. c'est le fait déclencheur, c'est En le fait, il y a un problème, élément ouais, déclencheur, ouais, ouais. ce qui est en fait, une manière d'aller vers une action d'amélioration et ça va être des personnes qui vont se dire: «Bah, tiens, j'ai un élément déclencheur et bah, je vais profiter de cet élément pour me questionner quand même, pour prendre le temps de voir ce que je peux faire autour» Et et là, donc vous en profitez? c'est là qu'ils viennent nous voir, c'est là qu'ils viennent nous voir et qui, voilà, on va utiliser cet élément déclencheur, bah, pour essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à cela, pour voir s'il n'y a pas un intérêt, une pertinence, à aller regarder le projet dans son ensemble, à aller regarder le bâtiment et les systèmes dans leur ensemble, de façon à voir s'il n'y a pas bah, autre chose qu'il faudrait envisager. Encore une fois, pas forcément à court terme, mais potentiellement à long terme, mais bien d'avoir une vision globale de ce qu'il faudrait faire sur le bâtiment, de façon à ce qu'on puisse anticiper, bénéficier d'économies d'échelle, maximiser l'utilisation des aides financières publiques et éviter de faire quelque chose qui pourrait être contre-productif ou qui pourrait être, engendrer des surcoûts par la suite parce qu'on y revient et on n'avait pas anticipé qu'il y avait d'autres travaux qui auraient peut-être pu l'être. Donc c'est cette notion-là qu'on essaye d'apporter et naturellement de donner l'alerte ou la vision que, ben, typiquement quand on est sur un bâtiment qui a une qualité architecturale particulière, bah, qu'on ne va pas intervenir dessus de la même manière que sur un bâtiment plus récents ou plus simples, sur lesquels on peut intervenir de manière plus, je dirais plus peut-être pas plus relâchée, mais en tout cas avec moins de prise en compte justement de ces aspects, architecturaux. Un autre aspect que l'on regarde aussi beaucoup, c'est le type de bâti en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va pas non plus intervenir sur du bâti ancien
comme on interviendrait sur du bâti récent. Et ça, c'est des éléments, voilà, qu'on donne, des éléments d'alerte qu'on donne aux gens, de façon à ce qu'ils puissent s'acculturer à ces problématiques-là. Parce que comme l'a dit très justement Ali tout à l'heure, ben, on n'est pas expert de la rénovation énergétique en fait, mais on peut, voilà, sur la base des conseils des experts de l'ALEC, avoir justement des éléments d'analyse importants qui nous permettent de ne pas tomber dans des solutions qui ne seraient pas parfaites et pas parfaitement adaptées au bâti. Alors, Guillemette, on va continuer là sur. Là, on a vu la partie. J'ai pas posé la question tout à l'heure, mais j'aimerais poser la question au public. Combien il y en a qui sont en copropriété? Levez la main, peut-être les copropriétaires. Et combien il y en a qui sont en maison individuelle? Levez la main. Voilà, il y a quand même un peu plus de personnes qui sont en copropriété qu'en maison individuelle. C'est pour savoir Mmh. le public. Mais néanmoins, pour ceux qui sont en maison individuelle, on ne vous a pas oublié, puisque effectivement, sur la qualité architecturale, à la ville de Suresnes, ben, c'est un peu différent. Parce qu'on va dire qu'à Levallois, c'est surtout Mmh. du logement collectif. Et à Suresnes, c'est un peu différent. Oui, tout à fait. Donc là, on a illustré là avec un autre document qui n'est pas encore sorti, qui va pas tarder à sortir, donc d'une autre commune de Polde, hein, Suresnes, où effectivement le tissu est différent de Levallois puisque on a un centre-ville, mais on a quand même, tout autour un gros tissu pavillonnaire. Heu, Comme disait, Tony, on peut être dans différentes typologies de bâti. Ça, c'est vraiment important aussi de toujours se reposer les bonnes questions de quel type de bâti, même, si c'est, copropriété ou individuel, mais donc quelle est la date du bâtiment, sa mise en œuvre, sa technique, y a-t-il un architecte, concepteur connu qui a une autre production? Enfin voilà, toutes ces informations sont quand même. Enfin, nous, on repart toujours de ça pour démarrer le projet parce que c'est comme ça qu'on va faire le bon tri aussi dans le plan de travaux, de savoir voilà, qu'est-ce qu'on peut conserver, qu'est-ce qui est utile, quelle est sa mise en œuvre. Donc pour Suresnes, on est reparti aussi d'une partie avant de rentrer dans la boîte à outils. On est reparti de l'identité de la ville par ce reportage photographique pour montrer aussi, parce qu'à Suresnes, il y a un enjeu de topographie énorme. Ça veut dire que même les toits deviennent cette cinquième façade. Et donc, quand on aborde des sujets de travaux à échelle globale, eh ben, on aborde aussi le sujet de la toiture. Et nous, dans nos conseils, dans nos permanences, la thermique, l'amélioration thermique est une opportunité de projet. À Suresnes, on voit beaucoup de surélévation, d'extension des maisons. Voilà, et tout ça, embarque l'enjeu, embarque l'enjeu, donc d'amélioration thermique. Voilà, donc ici, on a montré vraiment ce qui fait la qualité de ces paysages. Et demain, si on est amené à surélever, à surépaissir des façades, bon, il y a des cas où effectivement, parfois, on ne peut pas le faire à l'extérieur parce que les façades ont des qualités de décor très dessinés, des matériaux qui sont difficilement possibles d'être mis en œuvre. Par contre, on peut, sur certains bâtis, recréer des décors ou par contre, proposer des isolations, des améliorations thermiques depuis l'intérieur, même en toiture. Voilà, donc c'est l'idée, qu'on a essayé de véhiculer avec cette identité-là. Amadou, Edouard, vous sur la partie architecturale, vous intervenez assez peu dans votre mission de MAR. Vous êtes en amont ou vous êtes en aval, c'est ça? Plutôt en aval, c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est pas le gros de notre mission. On a justement, comme le disaient mes collègues, parfois des structures et des bâtiments qui sont particuliers, mais c'est très très rare, très très rare. La partie aide, on va en parler maintenant, on va rentrer dans ce sujet-là. Ça représente quel volume de travail, quel temps de travail dans une mission? C'est pas la plus grande des parties, bien que j'imagine qu'au final, pour les demandeurs, c'est la plus intéressante. Le reste à charge et savoir ce que va coûter une rénovation énergétique au final. Je pense que c'est ce que tout le monde attend de savoir quand il entame un projet. Ce qui est bon à savoir, justement, c'est ce que le slide nous montre, c'est que tout le monde est éligible à une subvention de l'ANA. Donc du coup, bien sûr, les plafonds sont déterminés. On a 4 types de ressourçants, donc les très modestes, les intermédiaires et les supérieurs. Les plafonds, vous l'imaginez bien, diffèrent en fonction du revenu fiscal du ménage. Mais encore une fois, je préfère insister là-dessus. Tout le monde aujourd'hui est éligible à une subvention de l'État. On va y revenir sur les plafonds là, parce que je vois Benjamin vous a mis la diapo, donc forcément vous la commentez. Je voulais d'abord, avant de regarder les plafonds, aller
pour qu'on parle des différents types d'aides qui sont présentes, parce que il faut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut répondre aux besoins des ménages. Et donc, il y a plein de besoins différents en fonction des particuliers. Et donc, quelles sont les aides que délivre l'ANA? Ouais. Donc l'ANA, tout à l'heure, je le disais, c'est l'Agence nationale de l'habitat. On n'est pas l'Agence nationale de la rénovation énergétique. Donc notre mission, c'est vraiment d'intervenir sur l'habitat au sens large et de répondre aux différentes problématiques qui peuvent se poser pour un ménage. Donc évidemment, et compte tenu de l'actualité, la question de la rénovation énergétique est primordiale, et en termes de volume sur nos aides, c'est là où on va distribuer le plus d'aides. Et donc, j'évoquais tout à l'heure l'aide MaPrimeRénov', donc qui permet de financer à la fois des travaux de rénovation énergétique en maison individuelle, mais aussi en copropriété. Donc, on a une déclinaison de MaPrimeRénov' qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété, et donc qui permet de financer pour toutes les copropriétés, sans considération de taille, de financer des travaux de rénovation énergétique. Donc avec par contre un objectif à la fois de gain minimal en termes d'économie d'énergie à réaliser, donc grâce à ces travaux-là. Donc on est sur un seuil minimal de 35% d'économie d'énergie après travaux par rapport à la situation initiale. Donc c'est une aide qui est collective, qui est attribuée aux syndicats de copropriété. Et par contre, on a des aides individuelles complémentaires qui peuvent permettre de combler un petit peu le reste à charge pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, donc ceux qui sont dans les catégories de revenus les plus basses. Pour leur permettre de suivre ces travaux. C'est ça, exactement. Donc en fait, c'est un levier supplémentaire qui permet de faciliter ou de rendre moins compliqué, disons, la prise de décision de s'engager pour des ménages avec des revenus un peu moins importants dans une décision collective en copropriété, et donc de pouvoir réduire leur reste à charge. Sachant que le calcul de l'aide en copropriété est lié au nombre de logements concernés par la copropriété. Donc, en fait, il y a une prime de 25 000 euros donc, qui permet de financer les travaux et qui est multipliée par le nombre de logements. Et ensuite, effectivement, donc ça va être pour pour toute la copropriété. Et puis après, à l'échelle plus individuelle, comme je le disais, pour les ménages aux revenus modestes ou très modestes, une prime complémentaire. Donc ça, c'est pour le volet copropriété. Après, sur le volet maison individuelle, effectivement, c'est important ce que vous avez dit, Ahmed ou Edouard, c'est que tout le monde est éligible à MaPrimeRénov', quelle que soit sa catégorie de revenus. Par contre, on n'aura pas forcément le même montant d'aide en fonction de ses revenus, parce qu'on est sur une aide qui a un objectif à la fois évidemment de gain énergétique. Donc ça va être un enjeu important. Donc on va moduler le niveau d'aide en fonction du gain énergétique qui est obtenu. Donc le nombre finalement en gros le pourcentage d'économie qu'on aura pu réaliser avant après travaux. Et ensuite, il y a un deuxième critère qui est une modulation de l'aide en fonction du niveau de revenu. Donc, on est dans une logique aussi de redistribution où plus un ménage a des revenus élevés, moins le montant d'aide sera important, et inversement, donc plus un ménage a des revenus faibles et plus le montant d'aide va être élevé. Donc, ça permet aussi de rééquilibrer les choses. Et pour donner un exemple, sur des travaux de rénovation plus globale en maison individuelle, on est autour de 50 à 60 000 euros. En tout cas, dans les retours qu'on a, en analysant les différents dossiers, on est plutôt entre 50 et 60 000 euros. Et en moyenne, le taux de subvention de l'ANA est à peu près entre 35 et 40 000 euros pour un ménage aux revenus modestes ou très modestes, et plutôt autour de 20 à 30 000 euros pour des ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs. Donc ça veut dire qu'en fonction des catégories de revenus, pour des ménages aux revenus très modestes, on peut aller jusqu'à 70, 80, 90% du montant des travaux. Et pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, on sera plutôt entre 40, 30% du montant des travaux. Donc, on est quand même sur des niveaux de financement importants et qui peuvent être complétés ensuite par les collectivités locales ou par d'autres primes comme celle des fournisseurs d'énergie. Et tout dernier point, puisque là j'ai évoqué les questions de rénovation énergétique, et pour pas être trop long, dire qu'on a aussi des aides qui permettent de traiter l'adaptation des logements à la perte d'autonomie
liées au vieillissement ou au handicap. Oui, ça c'est un sujet. C'est MaPrimeAdapt. Voilà, il faut le traiter en même temps parce que là aussi c'est la silver. On parle de silver economy. Bon, je commence à connaître ce que ça veut dire silver economy, mais c'est effectivement, il faut adapter les logements pour que les personnes puissent rester chez eux. Et quand on fait des travaux, on fait pas des travaux tous les ans, hein, donc on fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'on va faire la rénovation énergétique et puis on va prévoir aussi l'adaptation du logement. Alors c'est mieux, mais c'est pas forcément possible pour tout le monde de Ouais. pouvoir procéder de cette manière. Donc on permet aussi aux personnes, enfin c'est ce que disait Tony tout à l'heure, de pouvoir soit faire les choses tout de suite dans leur totalité quand c'est possible, mais aussi de pouvoir les phaser dans le temps. Et juste pour MaPrimeAdapt, donc c'est une aide qui permet aux personnes de plus de 70 ans en fait de bénéficier d'une aide pour adapter le logement, donc sans condition de perte d'autonomie. Donc concrètement, c'est quoi comme travaux? C'est changer une baignoire en douche, c'est installer des volets roulants mécaniques, c'est d'installer un monte-escalier, c'est ce genre de travaux-là. Et entre 60 et 69 ans, pour le coup, l'accès à l'aide sera en fonction du niveau de perte d'autonomie. Et donc pour ça, il y a des diagnostics qui sont faits avec des ergothérapeutes, etc., qui permettent de justifier du niveau de perte d'autonomie. Donc là aussi, il y a un accompagnement obligatoire. Et puis, on a une autre aide qui s'appelle MaPrimeLogement Décent, donc qui permet de traiter... C'est Solia qui fait cet accompagnement aussi. Exactement, ça peut être... Donnez Amadou, Edouard, votre micro, comme ça vous êtes plus à l'aise. Oui, en effet, on est en capacité aujourd'hui d'accompagner des projets d'amélioration et de rénovation énergétique, mais également, via nos ergothérapeutes, des projets d'adaptation du logement. Allez, oui, je vous ai coupé, oui. Non, pas de problème, et je pense que c'est bien aussi de l'illustrer concrètement. Et donc, il y a une dernière aide qui s'appelle MaPrimeLogement Décent, donc qui est une aide qui, là, va concerner des travaux beaucoup plus lourds, en fait, sur de l'habitat dégradé ou indigne. Donc là, on est clairement sur des logements qui vont nécessiter... en fait, la question de la performance énergétique, ce sera presque la cerise sur le gâteau, parce qu'en fait, on est sur des logements qui mettent en péril la sécurité des occupants, donc avec des problématiques d'insalubrité, d'indignité, de dégradation très forte du bâti. Donc, on part de situations qui sont extrêmement problématiques. Tony, des logements décents, c'est sur le territoire du 92, hein, je résume rapidement votre territoire, vous en voyez aussi parce que c'est plutôt un département plutôt des riche. Logements décents, on en voit. Ouais. Des logements non décents, Pardon. il y en a aussi. Naturellement, on n'est peut-être pas sur le territoire où on est le plus confronté à ces situations-là, étant donné la configuration qu'on a sur les Hauts-de-Seine. Néanmoins, c'est un élément qu'il faut quand même pas oublier, c'est que on en a quand même en fait, et il faut pas se dire que comme on est sur un territoire où majoritairement on est plutôt sur des villes avec des populations aisées, où on n'a pas ce type de situation, en fait si on en a, il faut pas les mettre de côté juste parce que la majorité n'est peut-être pas dans une situation telle que celle-ci. Donc c'est important effectivement qu'il y ait ce type de dispositif qui soit mis en place partout sur le territoire. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des sujets qui sont souvent pris à bras-le-corps par les villes. On a des exemples d'opérations qui ont été menées par les villes. Nous, sur le territoire, on en a une en cours, par exemple, autour de la Défense, qui s'appelle Colline la Défense, qui permet justement de traiter des sujets d'amélioration énergétique. C'est une OPA, hein, c'est ce qu'on appelle. Alors, c'est un autre acronyme, c'est Opération Programmée d'amélioration de l'habitat. Ouais. Et où il y a un travail qui est fait pour apporter justement l'amélioration de l'habitat sur une zone qu'on a définie. Il y a eu aussi la ville de Nanterre qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là d'amélioration de la décence des logements. Oui, donc il y a quand même des territoires au sein de votre territoire sur lesquels il y a des travaux particuliers à opérer, hein. C'est ça qu'il faut retenir. Amadou, Edouard, je voulais qu'on revienne là sur les plafonds parce qu'il y a une diapo, il y en avait deux, puis vous êtes allé un peu vite, sur les plafonds de revenus, parce qu'il y a plusieurs questions qui ont eu lieu, qui nous ont été posées ce matin d'ailleurs sur ces sujets. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Allé, c'est que tout le monde a droit à l'aide, mais les niveaux d'aide qui sont accordés sont en fonction du plafond de revenus, de manière à rétablir pas une l'égalité, une forme d'équité de traitement entre les différentes personnes. Est-ce qu'on peut détailler un peu ces plafonds de revenus et les impacts que ça a sur les aides?
Il faut partir du principe que pour les très modestes, jusqu'à 90% d'un devis hors taxe, et j'insiste sur le hors taxe, peut être pris en charge par la subvention de l'ANA. Pour les modestes, on descendra à 60% d'un devis hors taxe qui serait pris en considération. Devis, donc ça veut dire le montant global des travaux, là, quand on Exactement, dit le ça? montant Ouais, ouais. de la rénovation globale. Pour les intermédiaires et supérieurs, Ça, c'est quel montant alors, quand on dit, ah, ménage modeste, ouais. Alors là, pour le coup, là, on n'est pas sur sur la prise en charge, mais sur les plafonds c'est les qui plafonds? déterminent quel est Donc notre niveau de revenu. Ouais. donc les plafonds très modestes, alors c'est quel niveau de revenu, là? Alors, bah, c'est sur le premier plafond. Donc, pour une personne, il ne faudra pas dépasser 23 541 €. Dès lors où, de toute façon, on touche 1 euro de plus que les sommes que vous voyez en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage, on passe sur la catégorie du dessus. Ça, c'est pour un ménage, hein? C'est bien ça. Donc un ménage, ça c'est Quoique un ménage, une personne également, un propriétaire ouais. seul, célibataire, peut également bénéficier OK. de ces aides. Mais on D'accord. utilise le terme ménage en général pour bien les différencier. Malheureusement, la deuxième slide n'est pas là, Ah, mais la deuxième diapo aussi, il y a une deuxième diapo? voilà, exactement, Voilà. c'est bien celle-ci. Donc vous pouvez voir qu'en fonction du gain de classe qu'on va effectuer, 3 plafonds ont été mis en place. Donc Alors ça, c'est un tableau croisé, alors il faut expliquer comment il fonctionne, hein. Sur c'est la ça. gauche, là, vous avez les gains de Les gains classe. énergétiques, donc du coup, qui peuvent être un maximum de 4, 2, 3 et maximum 4 gains de classe et qui peuvent nous permettre, dans l'ordre, de prétendre à un plafond maximum de 40 000, 55 000 ou 70 000 € hors taxe. Donc et en abscisse, alors, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez le plafond des dépenses, les Exactement, le montant, en tout cas en pourcentage de la prise en charge de l'ANA. Donc j'avais dit 90%, les 10% donc, qui viennent s'ajouter aux 80%, par exemple pour un ménage très modeste, pourra s'appliquer si le logement en question est considéré, je n'aime pas trop ce terme, comme passoire énergétique, donc les lettres F et G. Et donc à partir de ce moment-là, en plus des 80% dont un très modeste pourrait bénéficier, on pourra rajouter un abondement de 10% pour la sortie de passoire énergétique. voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Allez, oui, Ouais, juste pour, pour aussi clarifier pour le commun des mortels, en fait, quand on parle de classe énergétique, c'est vraiment lié au DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc, en fait, c'est une lettre avec une couleur. Donc, A, c'est tout vert, ça veut dire que le logement est très performant. G, c'est tout rouge, ça veut dire que le logement est vraiment pas du tout performant. Et donc, c'est là où on va parler de passoire énergétique. Et donc, en fonction de l'étiquette de la classe que vous avez à la base et de la classe que vous aurez à la fin. C'est ça qui va permettre de déterminer ce que disait Amadou Edouard tout à l'heure. Donc, je pense que vous connaissez ou devriez connaître la classe énergétique de votre logement, mais si jamais c'est pas le cas, vous avez la possibilité justement via la prestation que font Solia et d'autres acteurs d'avoir cet audit énergétique qui vous permettra de savoir concrètement d'où vous partez et jusqu'où vous pouvez aller. Et donc, c'est vraiment ce travail-là qui est extrêmement important à faire, quoi. Et juste un point important, mais la dernière ligne du tableau, c'est la limite d'aide publique qui peut être cumulée pour financer le projet de travaux. Et on voit que pour les ménages aux revenus très modestes, avec le cumul d'aides publiques, que ce soit celle de l'ANA ou celle des collectivités comme POLD ou les communes, on peut atteindre une couverture jusqu'à 100% du montant des travaux. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête qu'il y a aussi des aides locales et qu'il faut se renseigner et donc d'aller voir la LEC pour avoir plus d'infos là-dessus. oui, parce que, Amadou Edouard, c'est vous qui faites les audits, aussi, donc vous déterminez l'étiquette de départ, l'étiquette d'arrivée et puis vous êtes le garant que les travaux ont bien été réalisés en fonction de ce qui était prévu, hein, parce que, tout ça, c'est fait sur calcul, ces aides sont accordées sur un calcul initial, théorique. Exactement. Encore une fois, le but de pouvoir faire un audit énergétique et surtout via la formulation de plusieurs scénarios pour s'adapter en tout cas aux différents revenus de chaque ménage, c'est de pouvoir donner des perspectives. Donc pour un logement qui sera en passoire énergétique, proposer un scénario avec le meilleur gain, celui qui justement coûterait le plus cher, celui pour les petits budgets qui nous donnera un reste à charge moins conséquent. Et surtout, on est garant effectivement, oui, de la bonne exécution des travaux puisque la prime finale et le solde de la subvention est versé après, une fois que nous avons établi une visite de fin de travaux pour s'assurer que tout ce qui a été facturé aux demandeurs a bien été réalisé en termes de travaux.
Tony, pour tirer ce fil-là des aides, il y a des aides aussi sur le territoire. Il y a des aides spécifiques hein, que vous distribuez. Et puis, je ne sais pas si on a montré les 2 diapos sur les plateformes que vous diffusez. Alors, dans un premier temps, pour parler des aides effectivement locales qu'il va y avoir, le territoire de Paris-Ouest La Défense et donc naturellement les villes qu'il compose ont choisi de mettre en place un dispositif d'aide financière à la pierre aussi, qui va s'ajouter en fait, qui va pouvoir être cumulé avec les dispositifs nationaux, de façon à pouvoir aider un petit peu plus les projets de rénovation énergétique. Pour le coup, c'est un dispositif d'aide qui est qui est indépendant pardon, des conditions de revenus et qui peut fonctionner tant en maison individuelle qu'en copropriété. Donc ce dispositif s'appelle MaRénov et voilà, il est très ouvert. C'est quelque chose qui est effectivement géré au sein de l'ALEC et qui est transmis après aux équipes du territoire pour pouvoir mobiliser cette aide financière. J'en parle, mais avec beaucoup de pincettes parce que le dispositif est en latence, dans l'attente d'un dispositif nouveau pour la métropole du Grand Paris. En 2025, on va voir de nouveau très certainement un dispositif d'aide également de la métropole du Grand Paris qui va intervenir plutôt sur le volet études préalables aux travaux. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est pour le moment gelé sur la fin de l'année 2024 avant la mise en place d'un nouveau dispositif sur 2025 pour aider justement l'avant-travaux, les études, que ce soit pour la réalisation d'audits, de DTG en copropriété ou bien encore d'études de maîtrise d'œuvre qui permettent de construire un projet de travaux. Tony, vous voyez plein de projets. Là, je vois, là, ça y est, on montre la plateforme Coach CoPro. Hein, on va vous montrer 2 images parce qu'il y a une plateforme pour les maisons individuelles et une plateforme pour les copropriétés. Vous voyez plein de projets et on est entre nous, là. Vous savez quelles sont les bonnes entreprises et celles qui seraient peut-être un peu moins bonnes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment vous conseillez les entreprises pour que les particuliers fassent leur choix d'entreprise? Pour nous, la posture d'indépendance vis-à-vis des entreprises, elle est primordiale. Donc, on a choisi sur tout le réseau France Rénov au niveau national d'avoir cette posture-là. Ce qu'on a mis en place, typiquement, vous avez l'exemple de la plateforme Coach CoPro, qui a été créée par l'Agence parisienne du climat, qui est une plateforme qui est utilisée dans beaucoup de territoires à l'échelle nationale et qui est généralisée sur la métropole du Grand Paris et qui nous permet justement de favoriser la mise en relation avec des professionnels qui traitent de la rénovation énergétique en copropriété. Donc, on a des professionnels qui sont compétents pour intervenir sur la rénovation énergétique en copropriété et qu'ils soient bureaux d'études, architectes, ensembliers, entreprises réalisant des travaux, etc. Donc, cette plateforme, c'est le tiers de confiance, c'est-à-dire je suis un particulier, j'ai un projet de rénovation en copropriété. Si je vais sur cette plateforme, je vais trouver la bonne entreprise. Ben, en tout cas, je vais trouver une variété d'entreprises. Après, ça n'empêche pas de les mettre en concurrence, de faire plusieurs devis, de les comparer, de trouver l'entreprise qui va vraiment répondre à nos attentes, qui a bien compris nos attentes et qui va naturellement correspondre en termes de montant. Donc, l'idée derrière la plateforme n'est pas de dire vous pouvez y aller les yeux fermés et on essaye quand même d'outiller les gens sur le fait que il faut quand même prendre le temps de sélectionner des entreprises et trouver celles qui vont vraiment répondre à nos besoins et qui vont avoir le mieux compris ces besoins. Donc, nous, on est là pour les outiller. La plateforme, c'est juste un outil. Après, derrière, il faut savoir bien l'utiliser et bien pour en tirer le meilleur. Si je peux me C'est permettre, l'accompagnateur, oui. ce qui est intéressant derrière typiquement cet outil-là, c'est qu'on référencie dessus les copropriétés qui ont déjà réalisé des travaux, avec qui ça a déjà marché, qui ont une typologie, des problématiques particulières en termes de taille, en termes de qualité architecturale, en termes d'âge de bâti, etc. Et donc, il est possible d'aller regarder quelles sont les copropriétés qui ont déjà fait des travaux d'amélioration énergétique et de regarder quels sont les professionnels qui ont travaillé sur ces projets-là. Ça permet justement d'identifier des professionnels qui ont l'habitude d'intervenir sur des typologies proches de la nôtre. Et on va avoir le pendant de Coach CoPro qui est Passereno Habitat, qui est une plateforme un petit peu plus jeune. Là, vous en voyez les contours, qui est pareil, généralisée sur la métropole du Grand Paris et qui vise à accompagner les projets, cette fois-ci en maison individuelle, et à orienter vers des professionnels spécialistes de la maison individuelle et qui peuvent accompagner, que ce soit sur la phase avant travaux, encore une fois architecte, bureau d'études, accompagnateur rénov, ou la phase pendant travaux, donc entreprise réalisant des travaux. Aujourd'hui, tous les professionnels que vous avez ici sur le forum sont des professionnels qui sont sur ces 2 plateformes et donc auprès de qui vous pouvez aller discuter à l'issue de cette conférence pour vous rendre compte justement de leur niveau de compétence et puis vous pourrez les retrouver après sur les plateformes.
Oui, puis vous, Amadou Edouard, mon accompagnateur rénov, c'est votre job aussi, d'accompagner les particuliers pour, lire correctement le devis, pour dire qu'il ne manque rien et préciser si le montant, vous paraît juste. Exactement. On se positionne un peu comme un LEC en tant qu'acteur associatif. On a bien sûr un devoir de neutralité, ce qui veut dire que, à l'image de Coach CoPro, on peut fournir une liste d'artisans RGE pour, en tout cas, aider à la décision du choix de l'artisan. Cependant, encore une fois, devoir de neutralité oblige, c'est bien le demandeur qui choisit son artisan. Cependant, on a toujours une maîtrise, en tout cas, des potentiels abus, puisqu'on va valider le devis, s'assurer que les tarifs qui ont été justement proposés sont en phase avec la réalité, qu'il n'y a pas de tentative d'abus et que surtout l'entreprise, à date de fourniture du devis, est toujours RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Voilà, vous avez une autre diapo qui était, la rénovation en 2 étapes, on va la montrer, là, je vais vous la laisser, détailler, Moi, j'en avais une aussi, ouais. mais je sais plus. Voilà et vous, Sur la si vous ouais, vous en avez une aussi, sur le non? lien avec les plateformes. Voilà, ça c'était vous, hein, Amadou Edouard, hein? Alors, je vais démarrer, te laisser terminer du coup. Vas-y, vas-y. Alors, comme le disait Monsieur Sall tout à l'heure, on donne la possibilité pour un projet de le réaliser de 2 façons. Donc, le projet en une fois, pour les gens qui peuvent se le permettre, mais il est également possible justement de réaliser un projet en plusieurs étapes, toujours avec les mêmes conditions et les mêmes plafonds. Pourquoi est-ce qu'on ferait un projet en 2 étapes ou en plusieurs étapes? Très clairement pour une question parfois de revenus, une Ouais. question de reste à charge qui justement ne serait pas disponible tout de suite et qui nécessiterait un peu plus de temps pour la réalisation finale et surtout pour que les factures soient acquittées. Alors donc c'est la mécanique là, comment ça fonctionne? Alors le scénario choisi, de toute façon, donnera les mêmes résultats. Je prends un exemple d'un logement qui serait classé F et qui aurait pour finalité de passer B. C'est simplement qu'on va, en plusieurs phases, négocier la rénovation du logement. En général, on commence souvent par les systèmes de chauffage puisque c'est ce qui répond surtout aux urgences des demandeurs et surtout dans cette phase, dans cette phase d'hiver qui arrive, dans un souci surtout de pouvoir avoir un impact tout de suite sur les factures, puisque c'est aussi une des problématiques que rencontrent les gens qui font des demandes de subventions. Oui et donc ça, il y a un délai de 5 ans pour faire ces 2 étapes et bénéficier des aides, hein, c'est ça? C'est bien ça, je confirme. Ouais. Alors et vous Guillemette, là on va finir avec la dernière diapo, oui, parce qu'on a fait un peu en ordre, Oui, dispersé, mais c'est bien. on revient sur cette diapo. Effectivement, il y a quand même une notion dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la valorisation du patrimoine, parce que je sais que les notaires, vous allez en parler, hein, j'imagine, mais les notaires, ils tiennent, aussi à jour des chiffres, alors j'entendais ce matin quand on faisait cette conférence, il y a 2 choses, hein. C'est à la fois, j'ai une revalorisation de mon patrimoine, donc finalement l'investissement que je vais faire, je vais le retrouver, dans la valeur, au cas où je vende, hein, bien sûr. Et puis un deuxième aspect, c'est qu'effectivement quand je rénove mon logement, je vends beaucoup plus vite et ça, il y a un gros impact qui est réalisé où je loue beaucoup plus vite, mon logement. Oui, alors patrimoine et patrimoine, hein, il y a les 2 manières de voir les choses, mais ça peut aller ensemble effectivement, puisque comme je vous disais tout à l'heure, Tenez bien le micro, ouais. la, l'amélioration thermique est un levier aussi, une opportunité d'améliorer la qualité architecturale aussi. Bien Enfin, sûr. l'idée, c'est de croiser, les 2 améliorations et ça devient en effet, bon, quand c'est très déjà, décoré, quand on a un bâti très patrimonial, effectivement, il faut essayer d'y aller, voilà, avec des pincettes pour l'extérieur, en tout cas de conserver à minima, l'ensemble des qualités, du bâti initial. Mais voilà, ça peut quand on est un bâtiment sur une typologie plus ordinaire, on peut aussi embarquer une amélioration, un changement d'identité, une réécriture, pourquoi pas architecturale, voilà, d'un ensemble bâti. Là, cette diapo, en fait, c'était aussi pour reprendre, bah, la suite, des plateformes qui existent, hein, aussi, donc on parlait de Coach CoPro, vous évoquiez aussi, des labels, pour, trouver les artisans, nous, voilà, on peut non voilà, on est un conseil, d'utilité publique, donc on ne va pas donner des entreprises privées, des architectes, des noms, des listes. Par contre, on peut aussi, montrer, ce qui marche beaucoup, c'est de documenter des exemples de réalisation. Donc là, dans cette diapo, on a un observatoire de la qualité architecturale du logement qui existe, donc on a une union régionale des CAUE d'Île-de-France
Donc, c'est un observatoire qui va documenter des expériences de réalisation. Alors, Coach CoPro va énoncer, effectivement, beaucoup d'exemples et nous, on va rentrer vraiment, dans des fiches d'analyse, pour, raconter le récit, de justement, comment on part, sur plusieurs années, hein, parce que voilà, la réhabilitation d'une copropriété, c'est sur plusieurs années et voilà, comment tous ces choix ont été faits, ont été vécus, les décisions en assemblée générale. Donc là, par exemple, c'est localisé. On a des exemples sur cet observatoire de petites copropriétés, de grandes copropriétés, de logements individuels. Donc c'est pareil, on essaie de trouver des opérations qui ont des enjeux similaires à son bâti. Voilà. Et vous évoquiez effectivement le sujet des ABF tout à l'heure et j'ai oublié d'y répondre. Oui, effectivement, on prépare aussi dans les consultations préalables. Ce sont des interlocuteurs avec lesquels on travaille beaucoup. Certaines de nos permanences dans les communes se font d'ailleurs en présence des ABF, car ce sont les architectes des bâtiments de France qui ont parfois en espace protégé. Donc ça, c'est très important. Et là, je le rappelle parce qu'il y a beaucoup de copropriétés aujourd'hui. Le calendrier est vraiment très important. Dès que vous avez un projet de réhabilitation énergétique, on encourage vivement à aller rencontrer ces acteurs au plus tôt. Voilà, parce que il arrive qu'on avance vite dans la démarche voilà, des conseils syndicaux, de l'organisation d'une assemblée générale et on n'a pas encore consulté ce qu'on peut faire sur le bâti. Voilà, donc nous, on encourage vraiment à aller voir ces acteurs très tôt, à se renseigner sur la qualité architecturale très en amont avant de prévoir les scénarios de projet. Ouais, est-ce qu'on sait sur le territoire, quel pourcentage, du territoire est concerné par les zones, alors vous dites protégées ou vous Alors, disiez sauvegardées? protégé, Vous mais dites oui, non, alors c'est il y a des plusieurs termes juridiques précis. Effectivement, on parle en général, les ABF ont sous leur avis les espaces protégés en général. Donc, il s'agit autour des rayons de 500 mètres des monuments historiques. Ils ont un avis simple ou un avis conforme à donner. Et sur certaines communes, comme pour Paul, on a par exemple à Suresnes, un site patrimonial remarquable, où là, leur avis est conforme sur 80% de la ville. Voilà, donc c'est dans cette ville, par exemple, moi je suis architecte conseil dans la ville de Suresnes, où j'ai une permanence qui va démarrer, où l'ALECPOL est localisé d'ailleurs à côté. Et on va démarrer une permanence conjointe avec l'ABF parce que son avis est conforme sur une bonne partie de la ville. Voilà, donc Donc c'est là que ça devient intéressant d'échanger. On reçoit une fois par mois, enfin une fois moi seule et une deuxième fois avec l'ABF, les projets des particuliers, des copropriétés, pour échanger sur le curseur qu'on peut avoir sur l'évolution de projet du bâtiment. voilà, merci, on avait dit qu'on passerait à peu près 1 heure, alors on a un petit peu dépassé, de présentation et pour vous laisser le temps maintenant, cher public, de poser des questions, voilà, vous allez être nombreux, j'imagine, à vouloir poser vos questions. Monsieur, on vous donne le micro, il faut bien parler, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai une question pour monsieur Sall. Je suis syndic bénévole d'une toute petite copropriété et je suis accompagné par la LECPOL depuis 2 ans maintenant sur un projet de rénovation énergétique. Je remercie monsieur Ferreira. Donc j'ai tout fait, hein. J'ai fait l'audit énergétique, j'ai un AMO, j'ai un devis de travaux, enfin tout le dossier est prêt et il a été déposé au mois d'avril-mai sur la plateforme de l'ANA. Depuis, plus rien. Plus rien, du fait probablement d'après ce qu'on me dit, d'un blocage technique. Alors ma question est la suivante, est-ce que vous êtes au courant de ce blocage technique? Et sinon, si ce n'est pas un blocage technique, est-ce que c'est une volonté de réduire le nombre de projets pour des questions budgétaires de la part du gouvernement? Parce que c'est les questions que je me pose. Alors Voilà, je vous la remercie. question, voilà, c'est le délai de traitement des dossiers, hein, c'est ça? Oui, oui. Non, Non, mais non, alors, enfin, il y a un vrai problème. Enfin, on me dit, la LECPOL me dit qu'il y a un blocage au niveau de l'ANA, blocage technique On sur le site. on va vous Voilà. répondre. alors, ouais, et juste pour préciser, enfin, je vais procéder à l'inverse de votre question. Il n'y a pas de volonté de freiner les projets ou de les bloquer pour X ou Y raison. Il n'y a pas de débat budgétaire en fait sur la capacité de l'ANA à financer l'ensemble des projets qui sont déposés
que ce soit cette année ou l'année prochaine, même si le gouvernement a indiqué des réductions budgétaires, mais sans rentrer dans des chiffres, mais on est quand même sur des budgets qui sont extrêmement importants, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros sur notamment MaPrimeRénov'. Donc on a tout à fait les crédits suffisants pour financer l'ensemble des projets qui sont en cours d'élaboration et même pour davantage de projets. Donc c'est vraiment pas là que se situe la question. À titre personnel, j'ai pas d'informations sur les blocages techniques que vous avez indiqués. Je vais me renseigner, mais effectivement, il est même très probable que ce soit lié à un problème informatique, auquel cas je pense que les équipes sont en train d'analyser et de rectifier tout ça. Mais si jamais il y a un problème, en tout cas, si vous pouvez me préciser la nature du problème, peut-être après la conférence en lien avec Tony Ferreira, on pourra regarder votre situation. Voilà, venez en discuter ensemble, là, comme ça vous allez pouvoir résoudre ce problème ensemble. Merci monsieur pour cette question. D'autres questions alors dans le public? Voilà, madame, on va vous donner le micro. Oui, bonjour. On a parlé des différents types d'aides et j'aurais voulu savoir s'il y avait des spécificités entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. Parce que quand on mène un projet de rénovation, il est difficile de convaincre les gens et notamment les propriétaires bailleurs. Ouais, très bonne question. Alors, qu'est-ce qui veut répondre? Je peux répondre. En copropriété, on ne fait aucune distinction entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'aide va au syndicat de copropriétaires. Donc, en fait, elle bénéficie à tout le monde de la même manière, qu'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Sur l'habitat individuel, en fait, pareil, on ne fait pas de distinction entre les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. L'aide MaPrimeRénov' est accessible dans les mêmes conditions, avec les mêmes critères en termes de niveau de revenu et de gain de performance énergétique entre les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants. Pour compléter. Oui, pour compléter un peu peut-être, le propriétaire bailleur, il va juste avoir une limitation du nombre de logements sur lequel il va pouvoir solliciter l'aide MaPrimeRénov', par exemple. Il va être limité à 3 logements. Et puis, il a d'autres dispositifs, par contre, qu'il peut aller chercher. On a Locavantage, un dispositif de l'ANA toujours, qui permet de conventionner le loyer et qui lui permet de rénover aussi son habitat sous couvert de conventionnement de son loyer, donc avec un plafond de loyer en faisant venir des locataires aux revenus modestes. Mais ça peut lui permettre de financer aussi une rénovation énergétique de son logement. Et pour finir cette parenthèse sur les propriétaires bailleurs, on a aussi un petit peu inversé le paradigme ces dernières années vis-à-vis des propriétaires bailleurs, parce que contrairement aux propriétaires occupants, ils ont des obligations de rénovation pour pouvoir continuer à louer. Aujourd'hui, les logements qui sont sur les étiquettes énergie les plus basses, en fait, ont des risques de ne plus pouvoir avoir un bail renouvelé. Et donc nous, ce qu'on ne voyait pas les années précédentes, on voit aujourd'hui assez régulièrement des propriétaires bailleurs qui sont dans une démarche justement de vouloir rénover leur logement et qui par voie disent l'inverse. Bon, vu que les propriétaires occupants n'ont pas ces obligations réglementaires, on a du mal à les convaincre. Donc c'est assez rigolo parfois de voir. Ça s'est inversé avant, ça s'est pas vraiment inversé non plus, mais disons qu'il y a des situations un peu cocasses par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Et en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on voit des bonnes volontés des deux côtés. Et donc, il faut s'appuyer sur ces bonnes volontés pour pouvoir avancer. Allez, autre question? Qu'est-ce qui veut poser une question? Non? Voilà, madame, allez-y. Allez-y, on va vous donner le micro. Alors, ce qu'on voudrait essayer de comprendre, c'est la différence entre les DTG, le PPPT. Parce que je me demande, on a l'impression que c'est la même chose, sauf que ça s'appelle différemment parce que ça fait pas pareil. Ça fait partie, l'autre là, le PPT, loi climat et résilience, et l'autre, c'est loi Allure. Alors nous, on est un petit peu perdus, hein. Alors voilà, on peut parler, il y a des obligations en fonction si on est en maison individuelle ou en copropriété qui sont un peu différentes. Copropriété, hein, Là, dans vous mon parlez de cas. copropriété. Qu'est-ce qui répond alors, Tony?
Alors sur cette question-là, en fait, effectivement, on a vu passer en copropriété des obligations de réalisation de certaines études. Donc en ce moment, on est effectivement sur les obligations en lien avec le plan pluriannuel de travaux, le PPT, et le DPE collectif, le diagnostic de performance énergétique collectif. Et il y a quelques années, on parlait effectivement de soumettre au vote les diagnostics techniques globaux. Quelle est la différence avec tout ça? Le projet de plan pluriannuel de travaux, le PPPT, c'est un outil qui doit indiquer, un document qui doit indiquer les travaux qui sont pertinents à réaliser sur la copropriété dans les 10 années à venir. Et naturellement, avec un focus rénovation énergétique, parce que l'idée, c'est de sortir, c'est d'amener un maximum de bâtiments au-dessus des étiquettes D. C'est pour ça qu'on met en place ce type de dispositif à l'échelle gouvernementale, et tous ceux qui le peuvent d'aller vers les étiquettes B et A, même si c'est possible. Donc l'idée, c'est de la rénovation en fait massive des bâtiments. Et pour pouvoir rénover, il faut se projeter sur les travaux qui sont pertinents à réaliser. Sauf que si je vous dis demain, faites votre projet de plan pluriannuel de travaux, ça ne vous avance pas beaucoup plus parce que vous ne savez pas quels travaux sont pertinents à réaliser dans votre logement. Donc pour pouvoir faire un plan pluriannuel de travaux cohérent et adapté, des études préalables vont parfois être nécessaires. Le DTG, il peut tout à fait contribuer à cela. C'est-à-dire que le diagnostic technique global, il porte dans son nom la notion de globalité, parce qu'on va, dans ce diagnostic, regarder à la fois les considérations techniques liées à l'amélioration énergétique du bâtiment, mais aussi les considérations architecturales, les considérations liées à la mise aux normes, sécurité, incendie, électricité. On essaye d'avoir vraiment une vision globale des travaux qui devaient être réalisés sur une copropriété. Et c'est sur la base de ce type de diagnostic qu'on peut construire de manière intelligente un plan pluriannuel de travaux. C'est pour ça d'ailleurs que le référentiel CoachCoPro, dans la plateforme CoachCoPro, vous avez toute une ressource documentaire. Vous avez dedans un référentiel qui identifie ce que c'est qu'un bon diagnostic global, un bon diagnostic technique global, pardon. Dans ce référentiel, on intègre le PPT et on intègre le DPE collectif qui, lui, n'a principalement pour vertu que de vous situer réellement sur l'étiquette énergie avec les calculs standardisés qu'on a aujourd'hui, qui vous permettent de voir si vous êtes dans les statuts de passoire thermique avec des interdictions louées peut-être pour les propriétaires bailleurs, ou avec des bonifications qu'on pourrait aller mobiliser sur les aides financières, ou bien si vous êtes déjà sur des niveaux de performance très importants qui ne vous imposent pas particulièrement de travaux. Donc ce DPE, il a plus une utilité informative. Le diagnostic technique global, c'est un diagnostic, c'est un audit qui vous permet de construire un programme de travaux. Et le projet de plan pluriannuel de travaux, c'est la consécration de tout ça, c'est vers quels travaux il serait pertinent d'aller pour les 10 années à venir. Je crois que d'ailleurs la métropole du Grand Paris vient financer les DTG. C'est pas tout à fait. Ah, c'est pas si simple que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le financement aujourd'hui, il est en suspens. En attendant la mise en place en 2025 d'un nouveau dispositif. Très concrètement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus déposer au niveau de la métropole du Grand Paris de nouveaux dossiers. Mais c'est très ponctuel, c'est en attendant la mise en place d'un nouveau dispositif l'année prochaine. Ça va revenir. Guillemette, donc du coup, effectivement, prendre en compte l'aspect architectural sur la durée, parce qu'un bâtiment, ça vieillit. Donc il faut l'entretenir. Et ça, il faut l'intégrer, cette notion-là, dans le plan pluriannuel de travaux. Oui, c'est sûr. Je parlais tout à l'heure des exemples des copropriétés et là, Tony expliquait le sujet des DTG. Puisqu'on prend l'exemple de la copropriété, effectivement, les diagnostics, ils comptent pour toutes les valeurs architecturales, qu'elles soient d'usage, technique et de qualité architecturale. Donc effectivement, le DTG, quand il est réalisé par un architecte aussi, il y a plusieurs personnes qui peuvent le réaliser, mais c'est l'intérêt d'évaluer et de prendre en compte toutes ces considérations très en amont pour faire un vrai plan pluriannuel de travaux dans sa globalité par la suite et de savoir vraiment comment on va répartir les tranches de travaux. Oui. Amadou Edouard, c'est pour qu'un projet soit réussi. Si j'ai bien compris ce que vous dites tous, il faut une personne qui fasse la partie financière, l'ingénierie financière, un architecte et puis un bureau d'études. Là, je parle de rénovation énergétique. Bien sûr, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et surtout au niveau des copropriétés, notre rôle à nous en tant qu'AMO, ça va être d'essayer d'harmoniser le côté technique, d'inclure le côté financier pour faire en sorte que le projet soit mené à bien. Ouais.
Peut-être une dernière Juste, question. Oui. Xavier, un point important aussi, notamment par rapport aux questions architecturales, c'est qu'en copropriété, dans les aides de l'ANA, en fait, on va demander à partir d'un montant de travaux qui sera supérieur à 100 000 euros, de recourir obligatoirement à une mission de maîtrise d'œuvre et donc de faire appel à un bureau d'études techniques ou à un architecte pour accompagner la copropriété dans la définition d'un projet de travaux. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête parce que du coup, le CAUE est un outil très précieux dans ce cadre-là pour vous aider en complément de ce que peut faire l'ALEC ou Solia dans l'exemple d'aujourd'hui. Oui, je rebondis là-dessus parce qu'on a beaucoup eu de demandes sur le stand aujourd'hui à ce sujet. Voilà, dès lors que les enjeux, alors il y a effectivement les bureaux d'études, enfin ça fait beaucoup de monde, hein, mais parfois les enjeux architecturaux basculent en faveur du besoin vraiment de l'architecte, parce qu'un maître d'œuvre n'est pas forcément architecte. Donc quand on a vraiment des enjeux on va dire, de qualité d'insertion architecturale, de renouvellement d'image, voilà, le besoin d'architecture se fait plus sentir avec un architecte diplômé, voilà, et pas juste un maître d'œuvre. Voilà. Je comprends. Une dernière question. Ah voilà, madame. Ah ça y est, il y en a deux. Alors c'est. Oui, Allez-y, juste madame. pour savoir quelles sont les obligations des copropriétés. Parce que vous parlez du PPPT, du TPE, du DTG. Quelle est l'obligation à aujourd'hui pour une copropriété de, mettons, 80 lots? On a ouvert la bande de Pandore avec les obligations des copropriétés parce que C'est beau. c'est un puits sans fond. Donc là, aujourd'hui, les copropriétés ont l'obligation, là, au 1er janvier 2025, pour les copropriétés, pour toutes les copropriétés d'ailleurs, au 1er janvier 2025, de faire le plan pluriannuel de travaux. Et au 1er janvier 2026, pour toutes les copropriétés, de faire le DPE collectif. Ça, c'est les obligations réglementaires. Maintenant, plus que d'avancer avec la contrainte de ces obligations réglementaires, on vous encourage beaucoup à avancer par rapport à votre projet, par rapport à ce qui serait pertinent de faire sur votre copropriété. Et typiquement, si vous souhaitez avoir une démarche de rénovation globale de votre copropriété et avoir une vision justement sur ce qu'il faudrait faire, ben, plutôt que vous, entre guillemets, de passer du temps sur ces obligations réglementaires pour être conforme, ben, passez du temps sur justement les études préalables qu'il faudra envisager sur la copropriété. On a évoqué par exemple le DTG, à se poser la question, est-ce que c'est adapté à votre situation et est-ce que c'est ça qu'on veut? Et si c'est ça, eh ben, on lance d'abord le DTG. On peut inclure dans la prestation de DTG les obligations réglementaires. Ça se fait assez simplement et on n'est pas sur des surcoûts très importants, mais ça va vous permettre de construire votre histoire de projet. Si vous commencez tout de suite par les obligations réglementaires, vous allez, entre guillemets, vous accorder sur des éléments qui ne seront peut-être pas suffisants par rapport à votre copropriété. Ça pourrait l'être, mais pas forcément. On a des copropriétés qui peuvent très bien s'en sortir en réalisant simplement un diagnostic de performance énergétique qui a plutôt une vocation informative, mais c'est parfois suffisant pour construire un projet de plan pluriannuel de travaux, par exemple. Et donc, pourquoi pas, on fait ça, ça coûte pas très cher, ça nous permet d'avoir une visibilité sur les quelques travaux qu'on aurait à faire dans les années à venir. En général, les copropriétés concernées par ce type de situation, ça va plutôt être les copropriétés récentes avec des systèmes de chauffage individuels, donc sur lesquels on a peu de prise à l'échelle collective parce que bâtiment encore en bon état et pas d'intervention sur les systèmes. Mais dès qu'on est sur des bâtiments un peu plus anciens, qui vont avoir des contraintes par exemple architecturales, ou je dis contraintes, mais on pourrait aussi parler de qualité architecturale tout simplement, et pas de contraintes. C'est une opportunité de projet aussi. Oui. Mais... si on est sur des systèmes collectifs qui peuvent être anciens, là, on va vraiment se poser la question sur, on a peut-être un projet un peu important à faire sur la copropriété, et auquel cas, peut-être qu'une étude plus importante à la base sera prioritaire, quitte à intégrer des obligations réglementaires dedans. Voilà. Je rebondis juste sur ce que tu dis sur le DTG. Il me semble que le DTG doit être obligatoirement soumis au vote, même s'il n'est pas fait. Alors ça a été le cas. Ça a été le cas, c'est ça? Maintenant, la règle, c'était jusqu'en... Alors là, j'ai plus la date en changé. tête. On avait une date butoir pour que le DTG soit soumis au vote. La date butoir étant dépassée, il n'y a plus besoin de resoumettre des DTG au vote maintenant. D'accord, mais c'est vraiment un très bon outil de toute façon. Allez, une dernière question. Qui est-ce qui veut poser ça? Voilà, madame, on va vous donner le micro.
Oui, donc je voudrais parler du financement du reste à charge une fois qu'on a touché les subventions. Je pense que vous n'avez pas parlé, je ne sais pas si c'est encore actif, le prêt à taux zéro, je crois que c'est l'éco-PTZ. Et après, moi j'avais entendu parler d'un autre dispositif. Alors je sais pas, déjà l'éco-PTZ, à qui il faut le demander? Je sais pas si c'est à France Rénov'. On va vous répondre. Et donc j'avais aussi entendu parler de prêts passer par le syndicat des copropriétés auprès de banques. Parce que bon, malgré les aides, quand on fait un projet de rénovation globale, les sommes sont vraiment très conséquentes et ça fait peur. Et donc j'avais entendu parler de ce genre de prêt, Prêt collectif, hein, prêt vous voulez dire, c'est collectif, ça. voilà, souscrit par le syndicat des Ouais. copropriétaires. Ouais. Voilà, on va vous répondre, Amadou Edouard, oui. Amadou Edouard, non? Non. Ah, Allez. il m'a repassé la patate. C'est la patate chaude. C'est clair. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Personne. Non, mais je veux bien me lancer et puis peut-être que Tony voudra compléter. Mais donc effectivement, vous l'avez dit, vous avez raison là-dessus. Même si on apporte des aides qui sont quand même beaucoup plus généreuses aujourd'hui que par le passé, ça ne résout pas la problématique pour résoudre le reste à charge pour un certain nombre de personnes. D'ailleurs, quels que soient les niveaux de revenus, hein, même si pour des ménages aux revenus très modestes, on a des montants d'aide qui sont très élevés, parfois quelques milliers d'euros, ça reste quand même un obstacle insurmontable pour un certain nombre de ménages. Donc il y a plusieurs solutions. Effectivement, l'éco-prêt à taux zéro est disponible à la fois pour les rénovations en habitat individuel et il y a aussi un éco-prêt à taux zéro en collectif, donc pour les copropriétés. Les montants d'ailleurs de prise en charge ont été augmentés l'année dernière sur les deux volets. Et donc, pour les solliciter ces prêts, en fait, ils sont distribués par les banques. Pas par toutes. Par contre, donc ça aussi, c'est un gros sujet sur lequel on travaille au niveau national avec le gouvernement, l'ANA et les différents réseaux bancaires pour qu'à la fois, il y ait de plus en plus de banques qui acceptent de distribuer ce prêt, cet éco-prêt à taux zéro, et qu'elles le fassent partout. Parce que parfois, même si au niveau national, tel ou tel réseau bancaire va dire bah, « moi, je suis prêt à y aller », bah, le temps que ça arrive dans toutes les agences dans les villes, ça prend du temps. En Ile-de-France, je crois, il y a Caisse d'épargne, Crédit Foncier. Qui est-ce qui distribue Alors, sur le prêt collectif, sur les prêts collectifs. Les prêts à taux zéro. Là, on parlait du prêt à taux zéro. Dans ce cas, sur les prêts à taux zéro, la majorité des banques, en tout cas pour des prêts individuels, la majorité des banques le proposent aujourd'hui. D'accord, ok. On n'a pas une vraie contrainte sur l'éco-prêt à taux zéro. On a une contrainte de temps. C'est souvent un prêt qu'il est plus compliqué de mobiliser parce que c'est souvent géré par les sièges et non par les agences en local. Donc, c'est souvent un peu plus compliqué d'aller mobiliser ces éco-prêts qu'un prêt classique. C'est là où vous intervenez, vous, l'ANA, pour fluidifier. C'est ça. Et dans les actions justement qu'on a lancées il y a 1 an maintenant pour fluidifier le process, en fait, on a mis en place une sorte de couplage entre MaPrimeRénov' et l'éco-prêt à taux zéro, de sorte qu'un ménage qui va bénéficier de MaPrimeRénov' puisse avoir une attestation en fait, qu'il va présenter à son banquier pour faciliter l'octroi d'un éco-prêt à taux zéro. Parce qu'un des éléments de blocage des banques, c'est qu'ils nous disaient bah oui, vous êtes sympa, mais nous, le conseiller clientèle en banque, c'est pas un expert thermicien, donc c'est pas à lui d'instruire le dossier que va demander le client pour financer son reste à charge. Parce qu'on ne sait pas si c'est bon ou pas, on ne sait pas s'il sera vraiment sur ce reste à charge. Donc, du coup, nous, côté ANA et côté État, on a dit, bon, bah, dans ce cas-là, on vous fournit un document officiel qui permet pour vous d'avoir, pour cette personne-là, le coût des travaux, le montant d'aide et le reste à charge. Et c'est sur ce reste à charge que vous aurez à octroyer un prêt. Donc après, pour les prêts collectifs, je vais peut-être plutôt laisser Tony répondre là-dessus. Mais on est un peu sur les mêmes problématiques. En tout cas, je rebondis vraiment sur cette facilité qui a été mise en place quand on a la possibilité de mobiliser MaPrimeRénov', d'aller récupérer un éco-prêt à taux zéro. Parce qu'effectivement, on avait vraiment cette contrainte avant de gestionnaires de banques qui ne s'en sortaient pas avec ces éléments techniques, ce qui était un vrai frein pour aller mobiliser ces prêts. Et aujourd'hui, ça fluidifie quand même naturellement les choses. À l'échelle collective, je remercie Madame d'ailleurs d'avoir posé cette question parce que c'est un élément central, notamment en copropriété, de la mise en œuvre d'un projet. À l'échelle collective, on a la possibilité donc de demander des prêts collectifs et chaque copropriétaire qui le souhaite a la possibilité d'adhérer à ce prêt collectif s'il le souhaite. Ça fonctionne dès qu'on a 2 copropriétaires qui veulent bien s'engager dans ce type de prêt. Ça s'est différencié d'âge et de revenus, hein.
c'est un différencié d'âge et de revenus. Ouais. C'est des prêts qu'il est plus simple d'avoir dès qu'on a une cote-part en fait inférieure à 21 600 €. C'est un prêt qui ne va pas regarder en fait les critères d'âge, de revenus, de plafond d'endettement, etc. Donc, sur une bonne proportion des projets de rénovation énergétique où on peut coupler un éco-prêt à taux zéro collectif et un prêt collectif classique, et ben, en général, on est sous ces niveaux de quote-part et donc il est beaucoup plus simple d'aller les mobiliser. Chaque copropriétaire qui le souhaite peut donc le mobiliser ou pas. Il est pris à l'échelle de la copropriété et par contre, c'est chaque copropriétaire qui doit rembourser son propre prêt. Il n'y a pas de répercussion sur les autres copropriétaires. C'est quelque chose qui est très sain, qui est très important donc à mettre en place quand on a un gros projet en copropriété et qui a une contrainte principale, c'est le nombre de banques qui l'octroient. À ce jour, si je ne me trompe pas, on doit avoir 2 ou 3 banques qui le font. Donc, on a le Crédit Foncier, oui, le Domo Finance. Non, d'ailleurs, c'est plus le Crédit Foncier, c'est la Caisse d'épargne, pardon. Domo Finance. Peut-être la Banque Postale, mais j'ai un doute. Mais il y a effectivement des travaux qui sont en cours et qui devraient permettre dans les semaines, voire mois à venir, d'avoir beaucoup plus de banques qui vont proposer des prêts collectifs. C'est vraiment enfin, ça se construit vraiment en ce moment. Et donc, on attend ça avec impatience. Parce que c'est vraiment un élément de passage à l'acte en copropriété qui est déterminant, parce qu'on parle au copropriétaire non plus avec une quote-part de 30 000 € à sortir d'un coup, mais avec un financement, je prends un exemple au hasard, de 100 € par mois, et avec des charges qui vont être réduites du fait de travaux de rénovation énergétique, qui vont peut-être être réduites de 40 €. Et donc, c'est un financement de 60 € à sortir par mois pendant 15 ans. Vous voyez que la démarche de réflexion pour savoir si je peux ou non rentrer dans un projet de rénovation n'est plus du tout la même. Est-ce que dans le reste à charge, Amadou Edouard, vous faites le calcul, vous défalquez les économies qui sont faites d'un point de vue dépenses énergétiques? Effectivement, non, c'est la limite de l'accompagnement. C'est vrai que nous, on va établir et pouvoir indiquer à un demandeur quel sera son reste à charge, mais toujours dans un souci de neutralité financière. On ne rentre pas dans les détails de tout ce qui est éco-PTZ, ni dans la proposition d'établissement bancaire. Cependant, pour revenir sur ce que disait Monsieur Sall, on encadre quand même les personnes qui souhaiteraient faire et souscrire un éco-PTZ, puisqu'on on a la possibilité de fournir les éléments techniques et surtout rassurer les établissements bancaires sur les gains qui ont été réalisés. Voilà, ah ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. On peut applaudir les conférenciers pour leur intervention.